venez de l'entendre, dans ce studio ce soir, nous avons des invités de marque qui sont venus de partout des États-Unis pour nous rejoindre pour cette action qui a eu dans la ville de Washington, D.C. ce samedi 26 novembre 2011. J'ai à ma gauche quelqu'un que je ne présenterai plus, à votre droite sur les écrans, le docteur Georges Adoula. Bonsoir docteur. Bonsoir Abraham. Comment ça va? Très bien. Vous avez suivi son appel qu'il a lancé à la communauté congolaise, des États-Unis et pourquoi pas du monde, appelant à ce que nous puissions nous retrouver dans cette ville de Washington. Et je crois qu'au courant de cette émission, nous allons un peu en parler en profondeur. Bien sûr. À ma droite, à ma gauche, pour vous qui me suivez, Monsieur Eric. Comment ça va, Eric? Ça va bien. Vous avez bien compris que j'ai dit Monsieur Eric, mais c'est Monsieur Eric Kamba et qui nous vient tout droit de Boston. Comment ça va? Oui, ça va bien. Eric est quelqu'un que je ne présente plus. Je vous dirais que c'est parmi les personnes qui nous aident à réaliser un travail efficace. C'est parmi l'une des personnes que j'aime beaucoup, que j'apprécie, qui me critique ouvertement, qui me dit des choses tout droit, qui me dit Abraham, ceci n'a pas été, cela n'a pas été. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un honneur, en ce premier anniversaire, que Eric est à nos côtés ce soir. Mais pour revenir, le sujet de ce soir que nous avons vous présenté sont les élections en République démocratique du Congo. Pour ceux qui suivent l'actualité, cet après-midi ou encore ce soir à Kinshasa, il y a eu beaucoup d'événements que nous ne pouvons relater parce que le jour où vous allez suivre cet élément ou l'heure, il y aura déjà eu une dynamique. Mais nous voulons faire rapidement une rétrospective. Parler des élections en 2011 nous pousse à en parler de ce qui s'est passé en 2006. C'est pour cela que nous allons un peu revenir en arrière, expliquer ce qu'il y a eu en 2006 pour que nous puissions avancer en 2011. Pour ceux qui nous rejoignent, nous venons de le dire, j'ai à mes côtés Franklin Katunda. Bonsoir Franklin. Bonsoir. CBNext TV. CBNext.com. Merci. Et vous êtes basé dans quel état? Nous sommes basés dans l'état du Texas à Irving. Et Franklin n'est plus à présenter, je crois qu'on vous a connu sous CongoBoston.com. Oui, effectivement, j'ai été rédacteur en chef du website Congo Boston où on écrivait des informations sur le Congo pour la communauté des États-Unis. J'aimerais relever que c'est l'un des rares Congolais ici aux États-Unis qui présente un show exclusivement en anglais et cela aide beaucoup à pouvoir rencontrer ou toucher ou donner l'explication aux populations américaines qui nous accueillent dans ce pays. Vous venez de le voir, c'est vrai qu'en 243 a une année, mais nous ne sommes pas là pour fêter parce que nous savons ce qui se passe au Congo nous empêche de festoyer de cœur. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir le faire. Nous allons passer à notre première information concernant les élections à venir. Comme vous pouvez le voir, nous avons essayé de relater ce qui s'est passé en 2006. Si vous voyez sur ce tableau, il y a eu 3 prétendants. Il y a eu Joseph Kabila qui a gagné les élections en 2006, Jean-Pierre Bemba qui a été second et Antoine Gizenga qui s'est retrouvé 3e dans les élections. Alors je tiens à rappeler, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, il y en a qui souffrent lorsqu'on appelle Joseph Kabila, acceptons qu'on l'appelle aujourd'hui Hippolyte Canapé. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, bien sûr. Nous allons passer au prochain non, nous allons rester un peu dessus. Je crois qu'il y a quelque chose peut-être à commenter là-dessus. Oui. On retrouve Jean-Pierre Bemba avec beaucoup de voix dans la province de l'Équateur, curieusement dans les 2 Kasaï. Et il saute de là, il va jusqu'au Bas-Congo et à Kinshasa où il a été populaire. Je peux encore comprendre l'Équateur et la question se pose sur les 2 régions ici. Mais surtout plus, il a été monakin et les Bas-Congo l'ont beaucoup aimé. Je peux comprendre qu'il soit populaire dans ce coin-là. Mais j'ai une question et je crois que certains d'entre vous se disent, comment se fait-il qu'entre les deux il y a un clivage? Qu'est-ce qu'il y a eu ici, dans cette province du Bandundu, où Antoine Gizenga a fait un plein de voix? Comment pouvons-nous expliquer cela? Était-il un candidat issu d'une seule province, issu d'une seule tribu, ou monolithique étant donné qu'il était du Bandundu? Comment vous expliquez ça? Je pense qu'historiquement, Gizenga, c'est quelqu'un avec son parti le Palou qui a commencé il y a longtemps. Moi, je n'étais pas encore né. Aux années 59-60, il était déjà là. Moi non plus. Et je pense que c'est avec la raison, parce que les gens de Bandundu étaient vraiment galvanisés tout autour de lui. Et il s'est retrouvé avec un grand support. Tout comme on peut aussi, et je pense qu'aujourd'hui l'histoire ne nous
donne pas vraiment justice quand on dit que Tshisekedi n'a pas appuyé Bemba. Vous voyez ici que Bemba a été appuyé par les deux Kasaï qui étaient totalement contre Kabila. Vous comprenez, chers amis, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, a eu tout l'est du Congo, partant de la province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et le Katanga. Ceci, en 2006, avait occasionné ce qu'on a appelé le clivage Est-Ouest, qui était un peu incomplete. Donc vous comprenez qu'il est important ce jour que nous puissions voir le tableau qu'il y a eu en 2006 pour comprendre la nouvelle réalité ou dynamique qui nous sera expliquée ce soir par notre confrère et ami Eric Kamba. Je voudrais vous demander la prochaine diapo, s'il vous plaît, merci. Voilà, à titre de rappel, ville de Kinshasa, électeurs inscrits en 2006, 2 950 884 électeurs, mais il n'y a eu que 1 685 250 votants, ce qui a mené une participation de 57,11% avec les résultats que vous pouvez voir à la fin. Jean-Pierre Bemba, 1,1 million. Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, 528 000. Pratiquement la moitié de ce que Jean-Pierre Bemba avait réalisé en 2006. Pour ceux qui se souviennent, en 2006, il y a eu une grande pluie qui s'est abattue, le fameux dimanche, jour des élections, qui justifie cet écart, vous voyez, donc 43%. Ceux qui connaissent Kinshasa avec ses difficultés de transport n'ont pas pu se rendre à l'épaule ou bien ont estimé d'une manière ou d'une autre que c'était difficile pour eux de s'y rendre. Je voudrais te laisser commenter. Quelle est la province lorsque tu vois sur laquelle tu aimerais travailler? Je pense que ce sont des chiffres qui parlent quand même d'eux-mêmes. Si on regarde la province de l'Équateur ici, Bemba a été vraiment au top. Il a fait des grands nombres et aussi à Kinshasa. Et ce qui ne s'explique pas tellement bien, c'est lorsque nous regardons le nombre que M. Kabila ou Kanambe a fait dans les régions telles que dans le Kasaï. Vous voyez qu'il est vraiment au bas, c'est 268 000, c'est vraiment rien. Et quand on compare aux autres nombres que Bemba a fait dans d'autres régions, on se rend compte que Kabila finalement sort comme vainqueur, alors qu'il n'a pas pu garder les deux régions du Kasaï. Il n'a pas pu garder la région populaire de la ville de Kinshasa, qui a beaucoup d'habitants et beaucoup de moyens nécessaires pour que les gens aillent au bureau de vote, et aussi dans le Bas-Congo. Il y a quelque part un problème dans les chiffres, je dirais, parce que bon, on les regarde aujourd'hui, on se dit que c'est les chiffres qu'on nous a donnés. Il faut se poser même la question si ces chiffres étaient crédibles. Ça, c'est la question qu'on a. Il vient de le dire, c'était pas crédible. J'ai entendu quelqu'un marmonner. Est-ce qu'on peut donner le micro à quelqu'un qui est dans la salle? Oui, c'est moi qui s'il vous plaît. Attendez, on va vous apporter le micro. Merci. Si vous voulez juste vous présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Kamba, je viens de Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis. Ces chiffres ont été falsifiés. Ce ne sont pas des chiffres réels, parce que nous avions d'autres chiffres que les chiffres qu'on a sortis. Alors, nous regrettons qu'on puisse nous faire avaler comme un comprimé des Nivaquine pour la malaria. Alors, pour nous, ces chiffres jusqu'à présent, nous ne reconnaissons pas, parce que c'est Bemba Jean-Pierre qui a été voté président de la République démocratique du Congo en 2006. Et j'en reviens pour terminer, c'est toujours la mascarade de la communauté internationale qui fait toujours les jeux comme il en a fait en Côte d'Ivoire, encore au Gabon. Et j'en passe. Et pour ce soir, nous pensons que nous avons compris les jeux de la communauté internationale à cause de leurs propres intérêts et non les nôtres. J'ai dit et j'ai terminé. Merci, il vous a dit, c'est monsieur... Oui, si vous applaudissez, brillante intervention d'un collègue, frère congolais qui se trouve aux États-Unis, vous a dit dans la ville de Raleigh, en North Carolina. Vous venez de l'entendre, c'est monsieur Jean-Pierre qui vit en North Carolina, qui a fait cette intervention, et surtout qui a parlé de la tricherie
et des résultats qui ont été faussés en 2006. Est-ce que tu as un petit commentaire là-dessus? Voilà, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la ville urbaine de Kinshasa où les supporters de Bemba se sont révoltés et il y a eu des échauffourées à Kinshasa, il y a eu même des tirs à l'arme lourde parce qu'ils estimaient que c'est des régions où ils pouvaient faire beaucoup de voix. Il semblerait que le nombre qui ont été repris sur la liste des résultats n'était pas le nombre exact gagné sur le terrain. Si nous regardons aussi la carte elle-même, là où Hippolyte Kanambe a gagné dans la province orientale, grande qu'elle est, ça saute aux yeux qu'un monsieur comme Jean-Pierre Bemba serait populaire dans la province orientale qu'on appelait le Haut-Zaïre. Et cela ne s'explique pas que Kabila soit le gagnant au nord-est du pays, surtout que c'était un coin où Jean-Pierre Bemba était connu. Il a bien dit, c'était un coin où Jean-Pierre Bemba était connu. Nous allons passer en fait aux élections 2011. Franklin, merci pour ton intervention. Tu es avec nous dans la salle, il ne faudrait pas partir. 2011 commence très mal. Des cas de fraude sont signalés. Des cas d'enregistrement, enrôlement des jeunes mineurs, des militaires et autres personnes non identifiées en République démocratique du Congo posent les jalons d'une élection très très difficile. Et pour certains, d'ailleurs, on dit que ces élections risquent d'être, portent en elles le germe d'un clash, d'un affrontement entre les différents belligérants. Je vais vous laisser à vous qui êtes dans la salle, si vous voulez intervenir, vous avez un petit commentaire à faire. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui fait que ces élections de 2011 vous paraissent déjà à l'avance comme étant quelque chose de ne pas très crédible? Merci. Oui, merci, M. Grand. Je reprends le de Daniel Mamba. J'habite New York. Je suis membre d'une organisation appelée CAFIDA, Conscience Action Forum d'investissement pour le développement de l'Afrique. Nous sommes aussi dans la diplomatie que nous appelons parallèle, qui n'est pas politique avec des politiciens. En fait, il ne veut pas être long. Nous avons décrit les fuites ou bien les tricheries qu'il y a eu en 2006. Vous comprendrez qu'en 2011, nous sommes dans la succession des événements de l'acharnement de ce gouvernement à se maintenir au pouvoir. Comprenons que Joseph Kabila est venu en 2001, imposé par la communauté internationale, par le truchement du Rwanda et de l'Ouganda avec M. Louis Michel, depuis 2001. On nous apprend en 2006 qu'il a beaucoup de dettes, il faut lui donner la chance de continuer. Il est un étranger, nous savons tout ça. C'était l'occupation. En 2006, certains d'entre nous, nous acceptons cette bêtise parce qu'il doit payer les dettes, on ne sait pas quelles dettes sur nous. Et on triche, Jean-Pierre Bemba, qui était gagnant et déclassé, Joseph devient président. Il est normal qu'ils continuent à tricher pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils n'ont pas fini en fait leur programme de la balkanisation du pays et surtout de l'occupation qui est très avancée. C'est pourquoi pour nous, nous comprenons qu'ils puissent continuer de tricher pour se maintenir. C'est ainsi que nous étions très contents du terme de notre marche d'aujourd'hui, élection ou révolution. En fait, il s'agit d'une révolution. Ces élections-là, c'est pour eux. Ils vont tout faire pour se maintenir. Nous sommes là pour mettre fin à ce régime et récupérer notre pays. Est-ce que le public est d'accord là? Yes. Les jalons des élections 2011 sont très mal posés et il y a déjà de la révolte et des tensions qui se sont déroulées pratiquement dans toutes les cités, dans toutes les villes où les candidats se présentent. C'est pour cela que ce soir, nous avons un technicien. Ils ont fait un travail fouiné. Je voudrais inviter M. Eric Kamba, qui va nous faire une présentation d'un travail qui a été fait avec, je suppose, des statisticiens ici aux États-Unis, dans une université de renom, de manière à pouvoir expliquer au peuple congolais la tendance qui existe à propos de ces élections que nous pensons être déjà truquées d'avance. Monsieur Eric, s'il vous plaît. Okay, merci beaucoup.
Je vais commencer d'abord par présenter l'investigateur principal de ce travail. Il s'appelle Paul Pease. Paul Pease est mathématicien américain qui habite à Cambridge, en Massachusetts. C'est une personne qui est intéressée aux questions africaines. Et il est parti au Congo et il a monté une équipe de chercheurs. Comme il savait qu'il y avait des élections qui venaient au mois de novembre. Donc il a voulu comprendre les réalités sur terrain. Donc avec l'équipe de chercheurs, ils ont fait le travail dont le résultat sont là. En fait, ce que vous voyez là, nous avons vu le map, ce qu'on a appelé les maps de 2006, comment les élections se sont déroulées, même si certains d'entre nous se posent des questions sur la crédibilité des chiffres qu'on nous a présentés, mais c'était quand même des chiffres qui sont là. Donc le map que nous avons vu, la carte que nous avons vue, comment les clivages, que M. Abraham a appelé clivage entre l'Ouest et l'Est, avec M. comment nous devons l'appeler, Kabila ou Kanambe, oui, avec, c'était 52% à l'Est, contre, au deuxième tour, contre Bemba, 48%. Alors ce map-là, ce paysage politique-là, nous allons le voir qu'il a un peu changé. Il a changé, pas parce que nous voulons qu'il change, il a changé parce qu'il y a de nouvelles réalités et il y a des données statistiques et mathématiques qui démontrent ça. Donc, ce que nous voyons ici, c'est l'échantillon. Et avant que je ne saute à l'échantillon, au travail que ce monsieur a fait, il est important qu'on puisse signaler comment ils sont arrivés à tout ça. Quelle a été la méthodologie? Parce que quand vous faites un travail scientifique, la première chose qu'on vous demande, c'est quelle est la méthode? Comment vous êtes arrivé, vous nous présentez des chiffres, on ne sait pas, vous les avez ramassés. Là, alors, la méthode d'abord, ils ont sélectionné 35 000 personnes. Ces 35 000 personnes-là, ce sont des personnes enregistrées, donc des personnes qui doivent voter, enregistrées aussi. Et ces personnes-là résident dans les chefs-lieux de la démocratique, dans les chefs-lieux de province de la République démocratique du Congo et dans la ville de Kinshasa. Et nous allons voir dans les autres slides les différentes structures d'âge, etc., les niveaux d'instruction, de structure, etc. Donc ça, c'était la première méthode. Comment, quel était le but? Le but, c'était de connaître les intentions de votants, donc de voteurs du Congo sur les élections qui vont se passer. Et une autre question qu'on pouvait se poser, comment ça s'est fait? En fait, ils ont fait des interviews, personne par personne. Ils ont eu des contacts téléphoniques. Mais je dois aussi vous faire savoir que ce n'est pas tout le monde qui a répondu à leur étude ou à leur enquête. Donc sur les 100%, d'ailleurs, si vous voyez ici, il y a une rubrique autre qui se trouve dans la présentation que j'ai amenée, qui manque. Donc si vous totalisez ici, vous totalisez la répartition de leur échantillon ici, ça fait 87. Et les 13 là, c'est autre. Éric, nous avons une petite question, oui, avant qu'il réagisse. Oui. Qu'est-ce qui a justifié, par exemple, que le Katanga est 10%, le Maniema 3%? Une très bonne question. Voilà. Vous voyez, l'échantillon qu'ils avaient pris, c'était 35 000 personnes. Alors, vous voyez, si vous regardez le nombre de votants enregistrés en 2011, c'est 32 millions. OK? Non. Si vous avez 35 000, ça c'est justement, c'est une bonne question que vous posez. Si vous avez 35 000 personnes, à supposer que nous savons qu'au Maniema, par exemple, il y a 800 000 enregistrés. Et au Katanga, on sait que c'est 4 millions. Alors, dans votre échantillon, si vous prenez 100 personnes au Katanga et 100% à Maniema, ça ne peut pas être la même chose. Donc, pour corriger, il faut suréchantillonner. Donc, il faut corriger, c'est-à-dire pour redistribuer, c'est-à-dire prendre les 35 000 et le repartir sur les 35 millions. C'est ce qui veut dire. Donc, pour notre échantillon de 35 000, les personnes qu'on a pris à Kinshasa sur les 35 millions, ça représente 9%.
50% de taux total. Total. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à 100%. Ok, excellent. Je voudrais, docteur Aloula, vous êtes à mes côtés. Qu'est-ce que vous pensez, à première vue, avant qu'on aille plus loin sur ce travail scientifique? En tout cas, je voudrais vous donner le micro, s'il vous plaît. En tout cas, la méthodologie utilisée pour poser la base de départ est bonne. C'est tout ce que je peux dire. Donc nous répondons aux critères scientifiques tels qu'érigés. Il a voulu prendre un échantillon du pourcentage de votants projetés dans les prochaines élections et en faire un échantillon balancé entre toutes les provinces pour tirer une tendance qui serait un peu opposable à tous. Et les volumes aussi, quelque chose de très important. Il y a eu très peu de sondages dans le monde avec 35 000 échantillons. Très peu de sondages. Généralement, c'est autour de quelques milliers. Merci. Voilà, en termes de quantitativité, comme il vous l'a dit, merci. Ceci explique et ceci donne la crédibilité. Vous savez, il est important que ce que nous faisons ou présentons au peuple soit basé et des bases scientifiques et correspondent aux normes légales. Car à la fin de cette émission, Code 243 va arriver à une sanction dont vous allez avoir la primauté d'entendre. Nous allons passer au prochain slide. Merci. Voilà, notre prochain tableau nous démontre ici les caractéristiques qui ont été retenues et quel a été l'échantillonnage, je suppose, des personnes qui ont été interrogées. Vous pouvez me donner plus de détails, s'il vous plaît? Ok, dans notre échantillon, nous avons eu affaire aux hommes et aux femmes. Les hommes âgés de 18 ans à 35 ans représentaient 25%, et les femmes, c'était 27%. Pour ceux qui étaient âgés de 35 à 60 ans, ils étaient à 18%. Pour les femmes, c'était à 20%. Ceux qui étaient âgés de 60 ans et plus représentaient 4%. Et pour les femmes, étaient 6%. Vous avez le total pour les hommes de 47%. Pour les femmes, de 53%. Et si vous faites la sommation de ça, ça vous fait 100%. Alors, le niveau d'instruction, très important. Ceux qui étaient inférieurs au secondaire, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme d'État, je pense, c'était pour les hommes représenté 10%, pour les femmes 14%, soit un total de 24%. Une petite question, y a-t-il pourquoi 10% chez les hommes, 14%, c'est juste comme ça que ça a été fait, ou bien à dessein ou non à dessein? C'est aléatoire, comme on peut dire, c'était random, c'est aléatoire. Okay. Sur l'échantillon, c'est sur base de l'échantillon que nous avions. Excellent. Donc, ceux qui étaient au secondaire ont représenté 30%, c'est 30% pour les hommes, 30% pour les femmes, ce qui fait 60%. Universitaires, 6%, femmes, 5%, et total 11%. Ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, 1% pour les hommes, 4% pour les femmes, et 5% le total. Si vous faites la sommation, ça fait 100%. Et puis pour répondre à votre question, dans notre échantillon, c'est ça ce que les personnes à qui on a eu affaire, ou ils ont eu affaire. Situation sociale. Ceux qui travaillaient dans le secteur public, les hommes représentaient 5%, les femmes 3%, un total de 8%. Secteur privé, les hommes c'était 3%, les femmes 4%, un total de 7%. Les chômeurs, ceux qui se sont identifiés comme chômeurs, représentaient 13%, femmes 9%, soit un total de 22%. Ceux qui étaient dans les petits commerces, 17%, pour les hommes, 30% pour les femmes, un total de 47%. Les étudiants, 9% ici pour les hommes, 7% pour les femmes, un total de 16%. Les retraités, ceux qui sont identifiés comme les gens qui ne travaillent plus, vous voyez, ici, on n'a eu personne. Pour les femmes, on n'a eu personne, donc on n'a pas eu affaire aux retraités. Les retraités n'ont pas fait part de notre échantillon. Mais nous allons parler de ça aussi dans le marge d'erreur dans notre analyse de données de cette étude. Bon, Eric, nous sommes ici sur ce tableau qui reprend l'échantillonnage par ville, par province, avec une marge d'erreur approximative. Rapidement, qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que je crois que chacun saute en disant Kinshasa 9%, avec une marge d'erreur de 9,2, cela est dû à quoi? Sur la marge d'erreur nous aide à considérer les bias que peut comprendre notre échantillon. C'est pour cela nous avons, par exemple, si un sondé était appelé à répondre à la question
quelle est votre affiliation, il risque de vous dire que je ne fais partie d'aucune affiliation, alors qu'il fait partie d'une affiliation. Donc ça peut nous amener à une erreur. C'est pourquoi on a considéré la marge d'erreur beaucoup plus grande à Kinshasa, au Katanga, que dans le reste de province. Je me retourne vers vous, M. Alula. Marge d'erreur 9.2 à Kinshasa, 1.1 dans la province orientale. Quel commentaire faites-vous? En fait, la marge d'erreur 9.2, c'est 9,2% des 9%. Ça veut dire que pour le 9% que nous avons obtenu, avec une marge d'erreur de 9,2, ça veut dire que sur le 9% des résultats, il y a 10% de ces résultats-là qui représentent en fait 8, c'est la réalité, 10% temps par rapport à ça. Et donc ça donne pour 7% Sud Kivu à 3,1. Ça représente comment on est aussi proche de la réalité par rapport aux résultats. Rapidement, avant que vous puissiez repasser le micro. Jusqu'à présent, vous êtes convaincu du travail qui est effectué? C'est clean. C'est clean? Bien, donc, bonjour, bonsoir, je m'appelle Freddy Monanga, j'habite en Virginie, mais considéré comme résident de la région de Washington DC. Ma question est celle-ci. On sait qu'il y a un génocide au Congo depuis 1996, 8 millions de Congolais qui sont morts, mais bon, selon Anissé Mobé, un chercheur en sciences sociales congolais, il dit que ce serait un peu plus. Est-ce que vous avez tenu compte de cela, puisque 10 millions de morts presque dans le nord Kivu, mais apparemment la population de Kivu ne se désertifie pas. Ça veut dire, et on apprendra par le docteur Denis Mukwege que les rwandophones viennent repeupler les villages où on a massacré les Congolais. Alors, avez-vous identifié les autochtones et les faux Congolais dans votre sondage, surtout au nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, Baouélé et Bouélé? Merci. Question pertinente Merci, madame. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais malheureusement, je crois que ça, ce n'était pas l'objectif de l'étude. On n'était pas en mesure d'identifier qui est congolais, qui n'est pas. Mais on sait, au moins, on sait que ces gens étaient congolais parce qu'ils sont enregistrés pour voter. Donc, c'est les listes, les noms des informations que nous avons reçues, c'est par rapport aux 35 000 personnes enregistrées. Donc, on sait qu'ils sont au moins congolais. Je voudrais remonter, et je pourrais même répondre, c'est easy. Les personnes qui ont été enrôlées sont des personnes qui ont été enrôlées sur base de certains critères définis par la CNI. L'échantillon ou même l'étude qui a été faite sur un échantillon de personnes présumées être congolaises parce que détentrices d'un document. Maintenant, cet échantillon de personnes-là, légalement, ont le droit de voter en RDC, jusqu'au jour où, je prie Dieu, que nous allons récupérer notre pays et faire un travail d'identification de chacun. Donc je crois que les personnes qui se trouvent sur notre territoire, prétendument avec un document qu'on appelle carte d'électeur, se retrouvent ipso facto, malgré leur morphologie, personnes congolaises et en droit de devoir voter. Donc ça, c'est un autre travail et je crois que c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui à Washington DC, vous et moi avons crié pour dire, peuple congolais, récupérons le pays, identifions, sachons qui est qui est fait quoi. Et je crois que les prochaines élections, compte tenu de l'expérience qu'on a eue en 2006-2011, pourraient nous amener vers un peu plus de transparence. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus. Oui, donc pour aussi calmer notre frère, certaines questions, il y a une question qui nous a toujours été posée dans ce sens-là. Mais nous savons aussi qu'il y aura un bourrage de 3 millions de bulletins de vote. Alors, comment vous ferez des projections? Mais si là, honnêtement, vous ne savez pas, s'il y a la tricherie, en tout cas, on ne fait pas un travail scientifique sur base de données frauduleuses. On fait sur base de données réelles qui existent. Donc, on ne peut pas s'imaginer que voilà, ça c'est le taux de gens qui vont répondre. Et puis à ce taux ici, il n'y a même pas de calcul pour dire le taux de bourrage et des... Non, ça ne se ressort pas de cette étude. Il y a un intervenant dans la salle, M. Freddy. Oui, je vais un peu clarifier. Ma question, ce n'était pas par rapport au bourrage, aux tricheries. Factuellement parlant, dans le nord Kivu, dans l'est du pays, tout l'est, jusqu'au district de Tanganyika, au Katanga, on sait que des villages ont été détruits, des rwandophones sont venus repeupler. Alors, ceux-là ont été enregistrés comme Congolais, ils se font passer pour des Congolais,
dans un câblage entre l'ambassadeur des États-Unis et ici, il s'était entretenu avec Serofoulé, qui était gouverneur dans le Kivu là-bas, et il prévoit même de couper le Nord Kivu en deux, le Grand Nord et le Petit Nord, parce qu'au Grand Nord Kivu, il y a plus de rwandophones, donc Hutu et Tutsi, parce qu'au Congo ils sont unis, et dans le Sud, c'est les Nandés. Et donc, si vous ne tenez pas compte de cela, surtout pour l'Est du Congo, parce que bon, dans l'Ouest ça va, mais dans l'Est, je crois que vos données là sont quand même, il y a beaucoup de Rwandais et de Burundais dans votre mais je crois, monsieur, installé au Congo depuis. je vous remettrai encore la même réponse, parce que nous avons un problème crucial. C'est pas nous, Code 243, encore moins cette étude qui a octroyé à ces personnes-là, qui sont détentrices d'un document qu'on appelle carte d'électeur, dans un pays où il n'existe aucune pièce d'identité. C'est un problème qui fait que Code 243 l'a décrié pour dire que ces élections de 2011, tout comme celles de 2006, ne sont pas fondées sur de la transparence, sur de la clarté ou de l'honnêteté. Se pose un problème crucial d'identification du peuple. Et comme cette identification n'existe pas, comme cette base de données n'existe pas, nous gobons pas, mais nous utilisons les chiffres qui nous sont proposés pour faire une certaine démarche. Mais le problème se pose en acuité. Devrions-nous, et nous pouvons le poser, ça peut être le sujet d'émission, devrions-nous aller aux élections ou pas? Voilà, et ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous et moi nous avons marché, parce que certains disent on va aux élections, d'autres disent on fait la révolution, et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés dans cette salle ce soir. Rapidement, nous allons passer à un autre slide. Élection en RDC, vous venez de le voir, et la question fatidique a été posée à ces personnes. Voilà ce que les chiffres nous donnent. Éric, quel commentaire? Voilà. Si l'élection présidentielle avait eu lieu aujourd'hui, pour quel candidat voteriez-vous? Vous voyez vous-même, Étienne Tshisekedi prend la première place là avec 44,6, suivi de Joseph Kabila, 34,5, Vitali Kamere, 12,1, Léon Kengo, 4,4, Zanga, 2,2, Adam Bombole, 1,3, Oscar Kachala, 0,7, Mboussa, 0,09, Kakese, 0,7, Andega, 0,19, Mukendi, 0,01. Quelle est l'interprétation de tout ça? Nous avons vu au début de cette émission le map de 2006, comment ça s'est passé, où nous avons vu le candidat Joseph Kabila qui était sorti avec 52%, et en ce moment-là, Mbemba avait, je crois, 48%. Et maintenant, nous voyons que Étienne Tshisekedi a 44 et Joseph Kabila 34. Nous pouvons bien voir par province comment tous ces candidats se sont comportés par province. Et pourquoi cela? Voilà. Une explication, quand on vous a dit que ça c'était la question, il y avait la question courte, si les élections sont aujourd'hui, pour qui vous voterez. Mais il y avait aussi des questions, un long questionnaire. Vous voyez, le questionnaire dont je vous ai parlé pour le besoin de filtrage statistique. Quelqu'un peut dire que non, mais moi je ne suis, ces histoires-là, moi je ne suis ni les Kabila, je n'ai aucune affiliation. Mais quand vous posez des questions, quand vous continuez la conversation, quelqu'un vous dit quelque chose, vous dit quelque chose qui suggère qu'il est de telle appartenance. Et quand vous demandez aux gens, mais on comprend que vous n'avez pas de candidat, mais comment vous voyez la situation sociale, politique, économique au pays? Comment vous trouvez? Alors, beaucoup de gens, bien que M. Kabila, si vous voyez son fief, vous voyez au début de cette émission, nous avons vu que tout au long de l'Est là-bas, il s'était donné beaucoup de... Il s'était bien comporté avec beaucoup de pourcentages.
Mais nous avons vu qu'avec l'entrée de nouveaux acteurs, par exemple Kamere et Kengo, par exemple les promesses, parce que les promesses, certaines personnes pensent qu'il est en train de faire de nouvelles promesses. Il avait fait des promesses avant, et maintenant il est en train encore de faire d'autres promesses, ce qui veut dire que, ce qui suggère que les anciennes promesses n'étaient pas réalisées. Et tout ça a conduit aux frustrations et au changement de voie. Nous avons vu les passages de M. Etienne Tshisekedi au Chaba, à Kisangani, au Kassai, etc., qui montrent que vraiment beaucoup de gens venaient pour le rencontrer. Nous avons vu aussi qu'à l'est là-bas, Kamere, par exemple, a fait aussi du tabac, et il y a des gens qui sont venus pour l'écouter. D'où il y a deux voies, il y a les fiefs qui étaient le fief Kabila, comme on dirait, qui aujourd'hui ne lui appartient pas, ou qui fera en fait en sorte que les voix vont être divisées. Et quand nous allons voir les slides par région, comment chacun de ces acteurs s'est comporté, on peut bien comprendre ça. Rapidement, j'allais poser juste la question pour savoir, quand vous dites au niveau national, le sondage a été fait où précisément? Est-ce qu'on parle du niveau national par rapport aux gens interrogés sur place dans une ville donnée par rapport à l'identité qu'ils donnent, qu'ils sont ressortissants de telle ou telle région, ou vous parlez de sondages réalisés dans un lieu géographique qui est chaque province du pays où cette équipe qui a fait le travail s'est déplacée personnellement pour le faire? Oui, en fait, vous posez une très bonne question. Ça, c'est une question que beaucoup de gens ont posée. Mais il y a même des gens qui sont allés plus loin pour dire que, écoutez, au Congo, à Kinshasa, les téléphones n'existent pas. Comment vous avez fait pour interroger tous ces gens ici? Non. Le sondage s'est fait, je vous ai dit, par personne par personne. Il s'est fait par moyen, par téléphone. Vous savez, c'est faux de dire aujourd'hui, moi je vous dis que moi je cause avec mon grand-père chez moi là-bas. Donc les cell phones existent et tous ces gens qui sont enregistrés ont donné leurs contacts, informations à la CENI là-bas. Donc vous avez leur nom, vous avez leurs informations. Et les gens les ont contactés, ils ont répondu. Il y en a qui ont fait des contacts par téléphone, et il y en a qui ont fait, ceux qui étaient à Kinshasa ont fait certains ont contacté les gens personnellement, et d'autres c'était par téléphone. Et il y a eu aussi des gens qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas seulement répondu. Vous l'appelez par téléphone, il ne répond pas. Je voudrais me tourner rapidement avant de revenir vers la salle. Docteur Aloula, vous êtes assis, je vous vois un peu sceptique, puis-je le dire, ou bien vous avez un commentaire à nous faire à ce sujet-là? Docteur Aloula, quel commentaire faites-vous? Ce serait bien de voir les détails, comment on est arrivé à 44% pour chaque candidat dans toutes les provinces, dans chaque province. Candidat par candidat. Voilà, candidat par candidat. Mais j'ai vu une réaction dans la salle, oui. Il y a quelqu'un qui voudrait réagir, le micro, rapidement. Merci. Je rappelle ceux qui nous rejoignent, code 243, spéciale élection 2011 en RDC. Nous avons un public ce soir qui nous est venu de partout ici aux États-Unis. Monsieur, s'il vous plaît, comment vous appelez? Oui, je suis l'ancien lieutenant de SAB, service d'action des renseignements militaires. Je suis des Raleigh. Vous dites que le sondage s'est fait deux fois par téléphone. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître que celui-là est un électeur qui a une carte pendant que vous êtes en train de parler avec lui au téléphone? Oui, là c'est... oui, ça c'est une bonne question. C'est une question qu'on peut aussi mettre dans la catégorie bias. Même ici aux États-Unis, quand on fait des élections et quand on fait des sondages, on ne rencontre pas nécessairement tout le monde, on le fait par téléphone, on prend ce risque-là. Vous avez raison, quand vous téléphonez, ça peut être le petit frère ou la grande sœur ou qui que ce soit. N'importe qui peut répondre peut vous répondre. Donc ça ne se fait pas seulement pour cette étude, ça se fait même ici. Quand on téléphone aux gens, moi je me rappelle, moi j'ai fait la campagne de Obama, ici on appelle au téléphone avec Franklin là-bas, on a fait ça. Quand on appelle les gens au téléphone, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Donc, mais on considère ça. Ça fait partie de la marge d'erreur. Donc, il y a le docteur qui attend les réponses. Comment on arrive à ça? C'est notre sondage est de 35 000. On enlève toutes ces histoires, toutes ces imperfections-là. On sait que
la marge d'erreur peut être entre plus ou moins 9. À cause de toutes ces erreurs-là, on les met à côté, il y a une formule et on arrive à ça. On arrive à cela. Pour ceux qui nous rejoignent, code 243, spéciale élection, nous allons continuer pour avoir l'explication de ces résultats que vous avez eu à publier en exclusivité ce soir. Ainsi donc, nous allons voir, et à ce moment-là, Dr Aloula, je vous prie, ainsi que la salle, réagissons. On va commencer par la province du Katanga. Et pour nous faciliter la tâche, nous avons choisi la couleur rouge pour Hippolyte Kanambe. Je crois que ça lui va bien comme une tube pour les Congolais. Et Monsieur Étienne Tshisekedi en vert, synonyme d'espoir pour le peuple. Région du Katanga. Région du Katanga. So, région du Katanga. Vous allez voir dans la région du Katanga, M. Kabila Kanambe a 59% contre Tshisekedi qui a 37%. Ici, il y a des assumptions, d'abord qu'on a considérées, et sur base aussi des réponses qui sortent de sondage. Vous savez que l'IDPS a beaucoup de membres, beaucoup de ses membres installés au Katanga. C'est un facteur pour certains d'entre nous qui connaissent la région, peuvent l'attester. Donc il y a beaucoup de membres de l'IDPS dans cette région-là. Docteur Aloula. Docteur. Ok, en fait, le résultat au Katanga, qui est le fief de Kabila, répond carrément aux critères de marketing. Le critère marketing, c'est la règle un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de gens au Katanga détestent Kabila. Ça, c'est sûr. Il y a un tiers qui sont pour lui, et qui ne vont pas changer la vie, et il a réussi à endoctriner un tiers. Ça veut dire 33 plus 33, ça fait le 60% qu'on voit là. Et les tiers qui restent, ce sont des gens qui ne voteront jamais pour Kabila. Et on pourra voir ce type de résultats dans toutes les provinces, même si on est du coin. C'est toujours autour de 70%. Si on est tellement très bon, on peut aller au-delà. Sud Kivu. So, là au Sud Kivu, nous voyons Kabila avec 42%, Tshisekedi 37%. Ici, beaucoup de gens ont posé la question pourquoi Tshisekedi et Kabila battraient Kamere. Et les gens, les esprits se chauffent, les gens veulent comprendre. Mais il y avait une explication simple. Je sais que les choses peuvent se ressembler, les choses les mêmes, mais ne pas se ressembler. Quelle est la date de Bref. Bon, alors, vous savez qu'en 2006, par exemple, pour parler d'un Bemba, avec Jonas Munkamba, je ne sais pas ceux d'entre vous qui connaissent Munkamba. Munkamba Kadatanzemba au Kasaï oriental, c'est un king, c'est un roi. Enfin, vous ne le savez pas, nous le savons. Mais Bemba avait battu Munkamba chez lui à Katanga. Qui peut expliquer ça? Où est l'explication dans tout ça? À voter utile, oui. Bon, donc, la question de savoir, les gens se posaient la question, mais comment Kamere serait derrière Kabila et Tshisekedi se résume, pour le sondé, se résume par le fait que il y a des gens qui pensent que Kamere normalement devait peut-être faire alliance avec Tshisekedi pour battre Kabila. Ça, ce sont les gens qui sont dessus avec Kabila, parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que, écoute, le fait que Kabila a éliminé le deuxième scrutin juste pour avoir un seul scrutin, c'était un avantage pour lui. Le fait que l'opposition n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est encore un avantage pour lui. Et le fait qu'il a l'argent, c'est un avantage pour lui. Alors, et il appartient aux gens de l'opposition de se mettre ensemble pour faire en sorte qu'ils puissent le battre. Mais ça, ça ne semble pas marcher. Mais nous avons vu que quand Tshisekedi aussi est passé là-bas au sud Kivu, il a fait du monde, on a vu du monde. Mais on sait aussi que Kabila a fait du monde et Kamere a fait du monde. Mais qu'est-ce qui signifie, pourquoi Un si petit écart entre les deux?
l'écart entre le deux signifie qu'il y a beaucoup de gens qui ont désavoué Kabila. Il y a toujours des gens, vous savez, l'insécurité est toujours dans cette partie du pays. Il y a aussi ce que je vous ai dit, les promesses faites qui n'ont pas été réalisées. Les routes, les gens parlent de routes, mais il y a des routes en terre, il y a certaines routes en terre. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, on ne peut pas avoir ce genre de route. Et il y a surtout l'influence. Les gens ne veulent pas. Vous savez, si nous n'avons pas encore perdu cette partie du pays, là, c'est à cause de ces gens ici. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette partie aille au Rwanda. Et on va parler de ça quand on va aller à Nord Kivu. Donc, il y a des gens qui ne sont pas contents de ce que Kabila est en train de faire. Mais je dois aussi dire qu'il y a aussi une bonne partie des gens qui le supportent. Hein, et il y a une partie qui supporte aussi Tshisekedi. Merci. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de faire un breakdown pour voir ce qui va se passer aux élections en 2011 dans la partie est du Congo. 3 provinces, ou plutôt 4, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale. Eric, rapidement, pourquoi ce petit écart 43-39 dans la province orientale, 38-28 dans le Nord Kivu, 42-37 Sud Kivu, Maniema 60-30. Est-ce que tu peux brièvement nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce point-là où Hippolyte Kanambe avait pourtant caracolé en 2006? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ici, soit c'est, comme je le disais avant, ça c'est le fief de Hippolyte Kanambe. Il n'est pas question de tergiverser là-dessus. Donc en 2006, il a réalisé des scores vraiment très élevés ici. Mais nous voyons que le map a changé. Cette fois-ci, vous voyez vous-même les résultats. Les raisons sont vraiment donc, les suivantes. Nous avons l'entrée en jeu des Caméré. Caméré vraiment est en train de lui faire des histoires là-bas. Caméré est en train de prendre certaines voix, beaucoup de voix de Kabila dans toutes les parties là. Et à Maniema, par exemple, une des grandes raisons, c'est qu'il est un peu bizarre, mais c'est qu'il paraît, quand votre maman appartient à... Les gens ont tendance à s'identifier avec lui, étant donné que sa maman vient de là. Il paraît qu'il a beaucoup de supporters qui s'identifient à lui. La maman qu'on nous a présentée. Que nous a présenté comme sa maman. Voilà. Y a-t-il une réaction dans la salle avant que nous puissions passer du côté de l'ouest du Congo? Je ne vois aucune main lancée. Jean-Louis, please. Est-ce qu'on peut avoir la partie ouest de la République pour que nous puissions rapidement continuer? La province de l'Équateur. La province de l'Équateur, il va sans dire, on venait de le dire avec Abraham maintenant là, que ça c'est le fief d'Mbemba. Mais avec l'absence d'Mbemba, même avant que Mbemba n'ait dit qu'il faut voter du type, l'absence d'Mbemba, selon le sondage, semblait donner davantage, beaucoup plus l'avantage à Tshisekedi qu'à aucun autre candidat. Voilà, Bandundu, les deux Kasaï, s'il vous plaît. Voilà, Bandundu. Dans le Bandundu, nous avons vu que l'absence, vous avez vu dans le premier tableau que Abraham vous avez présenté, il y avait la présence de Kizenga là-bas, c'était dans le Bandundu. Il avait fait beaucoup de points là-bas. Mais, et puis Kizenga finalement, Kizenga a fait alliance avec Kabila, il s'est retrouvé dans le gouvernement. Mais cette fois-ci, Kizenga ne fait pas partie de cette lutte ici. Et c'est ce qui explique que le Bandundu tombe. Le Bandundu est en train d'aller beaucoup plus chez Tshisekedi que chez Kabila. Les deux Kasaï? Ah, le Bas-Congo, oui, le Bas-Congo. Le Bas-Congo, vous savez que le Bas-Congo, j'allais dire cher, mais a des frontières avec Kinshasa. Donc il est beaucoup plus... Il y a ce que nous appelons la contamination. Le Bas-Congo est beaucoup plus rapproché de Kinshasa. Il reçoit les effets de Kinshasa. Et comme nous allons le voir, que Kinshasa, c'est une ville qui appartient totalement à Tshisekedi. Et ce qui fait que les effets d'entraînement vont dans le Bas-Congo. Et c'est ce qui explique ce sport-là. Et pour le Kasaï, c'est le fief de Tshisekedi. Nous avons tous vu ces passages là-bas, ce que ça fait, et voilà le résultat. Voilà, il vous l'a dit, voici le résultat. Vous verrez que, chers téléspectateurs qui nous rejoignent le code 243, la province où M. Tshisekedi a un score fleuve, c'est sa province d'origine, le Kasaï oriental, avec 71%. Lorsque nous tournons vers Hippolyte Kanambe, il est
majoritaire pratiquement dans le Maniema avec 60%. Mais Eric, quelque chose me chiffonne, j'aimerais bien comprendre. Kinshasa acquise à l'opposition, pourquoi un si petit écart? Oui, bon, c'était vraiment, alors que nous savons que Kinshasa appartient à Tshisekedi. Mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui dérangent Tshisekedi à Kinshasa. Il y a l'effet Kamere qu'on n'a pas cité là-bas. Kamere a des gens qui le suivent à Kinshasa. Vous avez vu ses tournées, je ne sais pas pour ceux qui ont vu, il a commencé sa campagne, je crois, à Kinshasa, il faisait la ronde dans la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui viennent, qui le suivent, donc c'est un fait à ne pas, même si nous ne le voulons pas, mais c'est un fait à ne pas juste passer sous silence. Et il n'y a pas que ça. Il y a tous les Quinois. Les Quinois, Adam Bombo, même s'il n'a pas tête, mais il est Quinois. Donc c'est quelqu'un qui, on a trouvé qu'il le vole, sa présence, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'allient pas avec Tshisekedi, même si Tshisekedi va gagner, mais ce sont des gens qui sont en train de lui prendre des voix. Vous avez vu le tableau qui nous a été présenté, qui sanctionne la victoire quasi certaine de M. Etienne Tshisekedi. Voici le résultat qui a été annoncé sur ce total-là. Y a-t-il des réactions dans la salle? Mesdames et messieurs, je vous en prie. Voilà, je vous en prie. Merci. Merci, monsieur Eric. Monsieur Abraham, une très belle analyse, un très bon travail, félicitations. Mais nous devons comprendre une réalité en RDC. Vous aviez parlé des autres dont on ne tient pas compte ici, mais moi je crois que nous devrions les considérer. Ces autres-là, ce sont les indécis, effectivement. Et de deux, il y a une réalité qui m'intéresse, c'est au Nord Kivu. Depuis l'entrée en scène de M. Mbusa Nyamwisi, nous croyons que l'électorat du Nord Kivu est très divisé entre Kamere, Mbusa Nyamwisi et Kabila seulement au nord du Nord Kivu. D'où il y aurait beaucoup de considérations, à tel point que, vu l'engouement actuel de Beni, Butembo, Lubero pour Etienne Tshisekedi, il se pourrait que M. Etienne Tshisekedi prenne la province du Nord Kivu. Voilà. Non, mais ça c'est une bonne intervention. En fait, ce que vous dites, c'est que vous appuyez ce qu'on disait. En fait, on a peut-être oublié de mentionner Mbusa, mais c'est l'entrée de Mbusa, c'est l'entrée de Kamere qui font perdre le voix à Kamere. N'oublie pas que c'est juste c'est un sondage, mais c'est vrai aussi que on ne voit pas un scénario où Tshisekedi va battre Kabila au Nord Kivu par exemple, mais ce sont tous ces éléments-là qui font que ces voix en tout cas ont beaucoup changé. Mais non, je m'excuse. Quand vous dites qu'on ne voit pas un scénario où Tshisekedi va battre Kabila au Nord Kivu, je ne suis pas d'accord. Parce que je vous répète, les expériences quotidiennes, les informations que nous avons prouvent que le peuple du Nord Kivu est le peuple le plus insécurisé du territoire national congolais pour le moment. Prouvé. Et partout là où il y a beaucoup de gens, ce sont des villes telles que Beni, Butembo, partout là-bas, on n'aime pas Kabila, on ne veut pas de Kabila. Kamere peut avoir quelque chose, mais vu l'engouement qu'il y a eu avec Tshisekedi, nous disons que la province du Nord Kivu va tomber entre Etienne Tshisekedi et Kabila. C'est possible. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait renchérir, s'il vous plaît, le micro? Là, nous sommes un peu dans le débat. Pour ceux qui nous rejoignent, code 243, ce soir, nous risquons de déclarer quelqu'un gagnant compte tenu de ce travail qui a été fait. La parole est à vous. Oui, comme nous avons parlé du tableau qui a été précédemment présenté avec autre qui a été oublié. Pour la bonne présentation, nous avons dit qu'il fallait corriger, vous l'avez accepté. La même question, je repose au niveau de ce que nous voyons là-bas. En ce qui concerne les fiefs, nous admettons, vous l'avez dit vous-même, que dans les pourcentages que vous présentez là-bas, province orientale, il y a des gens qui sont pour Tshisekedi, il y a des gens qui sont pour Kabila. Mais il faut savoir les représenter, nous montrer par pourcentage, même par couleur, que voilà à telle proportion, au lieu d'écrire seulement. Parce que cela s'oppose province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, et vous descendez même à Lubumbashi. Donc il faut savoir représenter avec, par exemple, des couleurs
voilà, autant ça représente tel candidat. Parce que Kamer, il est sur la scène aussi. Voilà, ce que je peux vous dire, cher monsieur, c'est par souci de temps. Parce que vous comprenez bien que cette étude devrait nécessiter plus de 60 minutes pour avoir tous ces détails explicités à ce temps-ci. Mais Code 243 ainsi que M. Éric Kamba vous remettra un document complet qui vous permettra de mieux appréhender ce travail qui a été fait sur le terrain. Je vous en prie. Ok, donc ma question est la suivante. Lorsque je regarde cette étude que vous avez réalisée, je disais ceci. Cette étude a été réalisée par rapport à un domaine de définition bien précis. Ce domaine de définition s'applique seulement pour les personnes qui sont enregistrées au Congo et qui sont à même de participer aux élections présidentielles qui vont se tenir le 28 novembre 2011. Right? Donc, et par rapport aux résultats escomptés, nous nous rendons compte que dans le pire des cas, nous ne voyons pas dans quelle mesure président Kabila peut gagner les élections de cette année, s'il faut le dire ainsi. Mais mon inquiétude en fait se pose sur les points suivants, s'il faut le dire. L'étude que vous avez réalisée, elle est approuvée et reconnue par qui? Vous voyez de quoi je parle? C'est simple, parce que je me dis, si en fait c'est une étude qui a été faite de manière personnelle, c'est comme si quelque part vous êtes isolé par rapport à la communauté internationale, isolé par rapport... Non, c'est juste mon inquiétude. Vous voyez de quoi je parle? Et maintenant, s'il faut tenir compte des réalités sur le terrain, parce que tout ce temps que nous sommes, du moins moi, je m'informe sur Internet et nous voyons les images comme justement les enfants, les mineurs qui sont en possession des cartes d'électeurs. Nous avons vu des bulletins de vote revenant de l'Afrique du Sud. Et nous sommes aussi au courant de certaines parties du monde où certaines personnes s'enregistrent au nom du candidat numéro 3. Lorsque ces résultats arrivent sur le terrain, parce qu'apparemment l'opposition n'a pas la même mise sur toutes les fraudes qui se passent au niveau du pays et à l'extérieur, et nous parlons aussi des bureaux de vote fictifs au niveau de Kinshasa qui ont été décelés. Nous sommes à quelques heures des élections présidentielles qui vont se tenir dans notre pays. Lorsque ces résultats arrivent, comment est-ce que vous allez justifier l'étude que vous avez faite par rapport aux résultats que nous risquons d'avoir le 6 décembre 2011? Comment est-ce que vous allez le justifier? Comment est-ce que nous allons nous défendre par rapport à ça? C'est une très bonne question et permettez-moi, avant que je lui laisse la parole, de vous répondre. Quelle est la fiabilité qui est accordée aux résultats que la CENI va nous sortir après ces élections? Est-ce que parce qu'elles seront sanctionnées par la communauté internationale, que cela leur donne un quitus d'être la vérité? Bien sûr que non. Voilà. Et comme nous savons qu'en 2006, on nous a volé des élections, nous n'allons pas attendre que la communauté internationale, par ses officines, se mette à faire ce genre de travail. Nous, Congolais, nous prenons en charge. Et je crois que ce travail, comme l'a si bien dit notre invité de ce soir, a été fait par des scientifiques. Et pour le sanctionner, nous avons aussi également la présence d'un ancien candidat en 2006. Et nous sommes ouverts à tout débat scientifique pour contester ou attester ce travail qui a été fait. Raison pour laquelle, l'a si bien dit mon cher papa de Georgia, nous avions expressément laissé filtrer ces informations sur le net pour avoir un feedback de la population congolaise. Donc, nous avons envoyé ce document et à part des mineurs réactions de calcul, l'authenticité de ce travail n'a pas été contestée. Donc, nous devons aujourd'hui apprendre que nous, Congolais également, lorsque nous déclarons ceci, nous ne le faisons pas par manipulation politique ou encore moins par démagogie, mais nous faisons un travail scientifique de Congolais en disant ce que nous vous présentons avec une marge d'erreur de 3% devrait confirmer la réalité. Maintenant, c'est à ceux qui sont engagés dans ce processus électoral, partis politiques, opposition et surtout le peuple congolais, de s'approprier de ceci et de se dire voilà, les scientifiques ont fait un travail, nous avons vu des images du candidat Tshisekedi dans toutes les villes, nous ne voyons pas comment il ne pourrait pas être déclaré président de la République.
merci beaucoup Abraham, c'était beaucoup plus éloquent que moi. Vous savez, ça c'est la réalité. Vous savez que même si, suivant cette même étude ici, il y a eu beaucoup de scénarios. C'est-à-dire que même si vous donnez 1% partout là-bas, il n'y a pas moyen, avec le nouveau paysage politique maintenant, là, il n'y a pas moyen que le résultat puisse être différent. Ceci dit, ce qu'on doit aussi savoir, c'est que quand on fait le sondage d'opinion ici, vous n'allez pas dire que non, mais c'est comme Abraham l'a dit, mais on a fait le sondage d'opinion, ça doit être certifié par quelqu'un. Il y a des maisons qui le font, c'est-à-dire CNN peut faire son truc, les gens font cette histoire. C'est à nous-mêmes, Congolais, et c'est un travail, d'ailleurs, je vous apprends, les gens ont traité ça, le premier travail scientifique, c'est le travail scientifique qui est là. Donc il appartient à celui qui doute de présenter, de faire son travail, de nous le présenter, de nous dire le contraire, et nous pouvons débattre. Donc mais la question, c'est une bonne question, c'est ça le travail, et il n'y a pas un scénario possible où les résultats peuvent être différents. Pas un scénario possible où le résultat peut être différent. Docteur Aloula, je vous passe le micro. Que pensez-vous de ceci, votre critique? Ayant été candidat moi-même en 2006, je suis parti par cette approche dans mon équipe, disons dans UNIC. Je suis le président du mouvement de l'unité congolaise que nous avons appelé UNIC. Nous avons fait cette projection avant d'aller sur le terrain. Les chiffres que vous donnez, Tshisekedi à 45, c'était dans nos projections premier tour en se disant si on a tel chiffre à telle province, etc. Ce que j'ai aimé et qui m'a simplement conforté dans ce que nous avons vu projeté hier, c'est la concordance des résultats qui est projetée ici. C'est-à-dire que, puisqu'il y a eu, on voit très bien que j'ai commencé à parler lorsqu'on a parlé du Katanga, de la règle un tiers, c'était de dire, même si chacun dans sa province reçoit 70%, qui va chercher 3% dans toutes les provinces, il y a toujours cette chance-là de pouvoir être en tête. Et ici, on a bien vu la tendance que j'ai décrite. Lorsque vous faites 42, Kabila 42 et Etienne Tshisekedi 37, c'est comme s'ils étaient à 40-40. Et vous expliquez qu'il y a un autre groupe qui vient pour pouvoir récupérer cette partie de NDC qui vont se basculer Caméré selon la province dans laquelle on se trouve. C'est un résultat qui est très confortant dans le sens que si c'était un résultat alambiqué ou bricolé à volonté pour qu'on puisse passer la barre de 50%, Tshisekedi dans ces résultats-là aurait certainement touché les 70% ou 60% pour influencer les gens. Et ça n'aurait rien eu dans la réalité. Et dans ces cas, l'institut de sondage qui aurait sorti un résultat annonçant 70% pour Tshisekedi contre 30 ou 25 à Kabila aurait été ridicule par le fait que les résultats sortent plutôt dans la marge 45-37 comme le résultat est ici. Le fait que le nombre de candidats soit passé de 33 à 11 et qu'on voit aussi que très peu de candidats sont très visibles sur l'ensemble du territoire, et en voyant ces chiffres, on peut comprendre dans le même découpage les résultats des élections de 2006, quand on a vu les écarts entre les candidats, ça se projette ici, dans les projections qui sont faites ici, et les marges d'erreur, comme on a indiqué, le Congo étant un pays où la communication n'est pas très poussée, une marge d'erreur entre 3 et 9%, c'est honorable. Parce que c'est dû au fait que l'absence des moyens de communication dans le pays, etc., qui ne permettent pas à tout le monde d'être au même niveau d'information, et ce qui explique les disparités qui vont certainement partir de 10%, se ramener vers 1 à 3%, comme on voit dans les instituts de sondage qui sont sérieux ici. Parce que vous avez posé la question de comment êtes-vous sûr que la personne que vous interrogez répond à cette identité, comment pouvez-vous être sûr? Bon, donc cette partie-là, dont les résultats vont rentrer dans les 3% d'erreur, parce qu'il y a des gens aussi à qui vous donnez l'argent pour qu'ils puissent s'appeler 10 personnes, il va s'arranger avec ses cousins pour répondre à la place de celui qui est fatigué, etc. Ce sont des choses qu'on ne peut pas avoir ici parce qu'on n'appelle pas la même personne avec le même numéro.
Et voilà ce que je pourrais dire sur les résultats. Il y a une question me vient à l'esprit avant que je ne passe le micro de l'autre côté. Si demain, Vital Kamerhe, Léon Kengo Adondo, François Nzanga Mobutu et les autres candidats à tendance opposition se désistaient, que voyez-vous? C'est désisté pour quel candidat? Effectivement, je parle bien à tendance opposition, se désister vers le candidat de l'opposition qui serait Étienne Tshisekedi. Parce que vous avez vu que les négociations n'ont pas jusque-là abouti, mais cette chose-là est quand même attendue. Quel serait l'impact de ces résultats-là? Une hausse, un écart plus grand, Étienne Tshisekedi passerait la barre de 50, 60%, comment voyez-vous? Ça, c'est juste une analyse. Je dirais aujourd'hui que nous sommes samedi soir, ou à la limite, si on sait ce qui s'est passé à Kinshasa aujourd'hui et que la nuit on a coupé l'électricité, il n'y aura pas d'impact. C'est trop tard. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui avaient déjà décidé de voter pour Kengo vont voter pour Kengo. On a vu ça avec Mbouissa ici en 2006. Lorsqu'il s'est désisté au profit de Kabila, en fait, il s'est retrouvé avec quelques pourcentages sur le résultat final. Parce que le message n'a pas atteint les fins fonds des villages. Donc ils n'auront pas d'impact. À 48 heures des élections, c'est désister à 48 heures, c'est vraiment... ça n'aura pas d'impact. Les gens vont aller aux urnes avec les choix qu'ils ont déjà faits. 1 ou 2% des gens peuvent vous entendre et suivre votre consigne, mais le résultat que vous allez obtenir va être 99% proche de ce que vous auriez obtenu sans passer des consignes de désistement pour un autre candidat. Merci. Cette question est importante pour que nous puissions voir que la tendance de la marge, même s'il y a désistement en dernière minute, ne va pas affecter au maximum les résultats qui ont été prononcés. Je vais passer le micro pour notre deuxième intervention de la soirée. Ceux qui nous rejoignent, code 243, spéciale élection. Ce soir, nous voyons que M. Étienne Tshisekedi Wambouba, candidat du peuple congolais, est déclaré en tête, si pas gagnant de ces élections, compte tenu de... Je vous en prie, monsieur. Donc, j'ai deux petites questions. Ma première question, c'est de savoir, je n'ai pas lu toute la loi électorale, je voudrais savoir si des candidats peuvent donner leur pourcentage ou leur voix à un autre candidat. Non, c'est déjà... Non, disons... Un report de voix. Un report de voix. Est-ce que la loi accepte cela? Non. Tant mieux alors. Ma deuxième question, c'est de savoir, gouverner, c'est prévoir, il paraîtrait. Donc, Kabila gagne des élections, qu'est-ce qui va se passer? La réponse est simple, c'est la révolution, c'est la rue. Parce que scientifiquement, nous venons de démontrer que l'aspiration, la volonté du peuple congolais, qui a été interrogé pendant près de 3 semaines, répond à une victoire objective de M. Étienne Tshisekedi. Les faits de sa campagne dans toutes les provinces l'ont démontré également. Et encore, les événements malheureux et douloureux de ce samedi dans la ville de Kinshasa, qui jusqu'à présent, j'aimerais entendre ce que les États-Unis diront, ce que la communauté européenne dira, ou même l'Union africaine, vont-ils condamner le fait qu'un candidat ait été interdit d'atterrir dans son propre pays, qu'il ait été séquestré, vous en connaissez encore d'autres détails. Donc je crois que ceci devrait normalement pousser le peuple congolais, qui ne sera pas le premier d'ailleurs, de sortir dans la rue et de réclamer la victoire. Si en 2006, le peuple était un peu hébété ou peut-être fatigué ou surpris, je crois qu'il a appris. Et comme on le dit, j'espère vraiment de tout cœur que la révolution qui a commencé ce soir ou cet après-midi dans Washington DC avec ce peuple, et j'aimerais que vous puissiez acclamer, que cette révolution atteindra Kinshasa et les autres grandes villes. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez une dernière... Oui, je voulais seulement vous compléter. Pour avoir été membre de la commission électorale indépendante après la conférence nationale souveraine, il y a plusieurs sortes de tricheries. La commission nationale électorale indépendante actuelle, de son installation, a violé la loi du début à la fin. Et personne n'en a parlé. Et le gouvernement en a fait autant. Ce que je demande au peuple congolais, c'est de sortir dans la rue et demeurer dans la rue même 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que Kanamba va partir.
encore à attendre lundi pour réfléchir, faire les analyses comparatives, dire que ça c'est comme ça, ça... Non, le Congo a souffert le plus longtemps possible. Ce que vous devez faire dans cette salle, c'est d'envoyer beaucoup d'argent à vos frères et vos soeurs, vos amis, de payer le pain, les chikwang, les kamundele, la sardine, demeurer dans la rue, jusqu'à ce que Kanambe va partir. Je termine par dire, la puissance qu'incarne tout un peuple, c'est dans nos mains et avec nos têtes. Et lorsque nous sortons dehors où nous crions, nous prenons les armes des militaires et nous les cassons. Je demande au peuple congolais, aux hommes et femmes, de se souvenir des femmes violées, des femmes abattues, de se souvenir des génocides. Au nord Kivu, au sud Kivu, trop c'est trop. On a josifié les Congolais et nous n'avons pas encore de dignité. À partir d'aujourd'hui, enlevez la paix, sortez dans la rue, que Kanambe puisse partir. J'ai dit et j'ai terminé. Ma dernière question, c'est dans le sens, je pense, docteur, vous venez de le dire un peu brièvement. Que dire alors de statistiques qui sont sorties, des sondages plutôt, qui sont sortis dernièrement, où on voyait qu'on accordait 52% à M. Kabila et 37%, je pense, à M. Etienne Tshisekedi. Évidemment, Kamere venait après. Alors, il y a eu encore d'autres sondages qui sortaient Kamere avant, Tshisekedi venait après, et ces sondages, nous les avons vus à travers l'Internet. Parce que vous avez vu, la situation que nous traversons maintenant nous met dans une situation un peu confuse. Devons-nous croire, comme parole d'évangile, l'étude que vous venez de présenter si brillamment, et que nous apprécions d'ailleurs, par rapport à ces deux sondages qui sont sortis? Lesquels allons-nous considérer comme moins crédibles que l'autre? Merci. Rapidement, avant que je passe le micro au docteur Georges Aloula, je voudrais simplement rappeler le fait de la situation sociale que traversent nos peuples en République démocratique du Congo. La rareté des services d'utilité comme l'eau, l'électricité, le taux de mortalité, le taux de chômage accru, le taux de participation dans les classes qui ne cesse de dégringoler. Que dire encore de tous ces signaux? Les derniers ont démontré que la RDC est pratiquement le dernier pays dans tout ce qui se fait comme évaluation. Allons-nous croire à ces chimères qui nous sont balancées par une certaine presse qui, lorsqu'il faut critiquer, dire qu'on a tué, qu'on a massacré, qu'on a violé, ne disent rien, mais veulent nous faire croire, à nous, peuple congolais éveillés aujourd'hui, que Hippolyte Kanambe, avec un bilan négatif, peut encore avoir la majorité en RDC. Je crois que si vous voyez la manière dont le peuple congolais, M. Kabila a été reçu dans certaines villes à coups de pierre, on ne nous montre pas ces images-là. M. Kabila s'est retrouvé dans certaines villes vomi, le peuple n'est pas venu le voir. Ne suivez pas tous ces montages-là. Le problème, c'est que le peuple congolais n'a pas assez de moyens pour pouvoir véhiculer l'image réelle, compte tenu qu'elle ne contrôle ni l'électricité ni d'autres services. Pouvez-vous croire qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, les télécommunications ont été coupées, l'eau a été coupée et surtout l'électricité? Pour quelle raison? Pour que notre pays, notre peuple, ne puisse pas recevoir une information. Je crois, chers frères congolais, qu'aujourd'hui, vous et moi qui sommes devenus une vache à lait de nos parents, frères et sœurs en Afrique, alors que le Congo est assis sur 18 trillions, 23 trillions d'or et d'autres ressources humaines, je crois que notre peuple mérite mieux. Nous vous le disons, pourquoi? Parce que nous également avons lu ces rapports, avons lu ces sondages, mais lorsque nous avons vu d'où cela venait et dans quels organes de presse ils ont été diffusés, il était simple de comprendre que cela n'était une magouille, mais de mauvaise augure qui cette fois-ci ne passera plus. J'ai dit, je vous remercie, docteur.
En tout cas, personnellement, je n'avais pas adopté ces rapports et m'affiché avec. C'est un travail que j'ai vu sur Internet. D'abord, c'est le nombre de sondés, le pourcentage de personnes qui ont été interrogées. 35 000. Si les deux études dont vous parlez, que je n'ai certainement pas vues, n'ont pas présenté le même volume d'échantillons. Généralement, même ici aux États-Unis ou dans les pays assez modernisés, entre 1000 à 5000 personnes interrogées vous donnent une image. C'est pour ça que ce que j'ai aimé dans ces sondages, pour éviter ce genre de questions, on vous a donné la démographie. Combien de femmes avaient été interrogées, combien de chômeurs, combien d'étudiants. Ça donne la démographie pour qu'on puisse coller les résultats à la figure qui vous a été présentée. C'est ça l'avantage de ce sondage. Maintenant, les sondages qui sortent de groupes comme l'Avenir ou Bercy, etc. Bercy, c'était une maison qui était aussi sérieuse à l'époque, mais comparer Bercy à ce qui a été fait dans ce travail, je trouve que ce travail vaut 70% de plus que ce que Bercy aurait pu nous offrir comme travail sérieux et résultats assez concrets, proches de la réalité. Donc je pense qu'au lieu que nous soyons sceptiques, parce que ce que je comprends dans votre réaction, c'est peut-être de se dire, oh, c'est tellement beau, mais pourquoi que ce soit ça? Oui, ça peut être beau et proche de la réalité, avec le fait qu'on n'avait pas autant de cell phones il y a 5 ans de cela à Kinshasa. Les communications n'étaient pas au niveau qu'on a aujourd'hui. En tout cas, les téléphones cellulaires sont totalement répandus dans, il l'a dit, il parle avec son grand-père au village à cause des cellulaires phones. Si on a interrogé les gens au téléphone, si les bases de données étaient là où les gens ont présenté leur carte de lecteur pour être sélectionnés, ça élimine cette partie dont dans la salle on a aussi commencé à parler de personnes, les intrus venant de l'extérieur. Mais à partir du moment où c'est les bases, les registres des électeurs qui ont été utilisés, ça rend beaucoup plus crédibles les résultats. Voilà, crédibilité de résultats. Nous allons prendre notre dernier intervenant de ce soir. Merci, monsieur frère Eric, pour le travail bien fait. Je suis contente du travail, mais depuis qu'on a commencé, il y a quelque chose qui me venait tout le temps à l'esprit. Bon, que je le dise de toutes les façons, un groupe qui est ici avant de sortir. Au fait, ce n'est pas seulement Kabila que nous aimerions voir partir. Mais je crois que c'est tout un système. Ouais. C'est tout le système. Et nous croyons que avec les résultats tels qu'ils se présentent là, nous sommes sûrs de récupérer notre pays parce qu'il est sous occupation. Et c'est cette occupation-là que nous sommes en train de combattre avec tout son système de mots nous imposés. Et je ne sais pas si nous avons tous remarqué, même quand on nous a brandi le tableau de 2006 et même celui de 2011, ça fait, on dirait, une ligne de démarcation. De démarcation? Oui. Exactement. C'est maintenant l'Est et l'Ouest. Et si nous n'avons pas un système fort, je crois que ce peuple si grand, qui a toujours aspiré à l'unité nationale, sera toujours divisé entre l'Est et l'Ouest. Nous prions que le nouveau dirigeant, que nous croyons être vrai patriote, vrai Congolais, nous croyons qu'ils tiendront compte de tout cela. Parce que sinon, il suffit que l'on tire la ficelle vers la gauche ou vers, je ne sais pas, l'Est ou l'Ouest. Eh bien, regardez vous-même, il n'y a même pas quelque chose au milieu, c'est l'Est et l'Ouest. C'est l'Est et l'Ouest. Or, nous sommes appelés à être un seul peuple. Merci. Voilà, Code 243, ce soir a eu le privilège d'avoir sur ce plateau des Congolais, des Congolaises qui sont venus de tous les coins des États-Unis
non seulement pour la marche qui a eu lieu aujourd'hui, mais également pour exprimer leurs intentions, exprimer leur volonté de voir une alternance politique s'installer en République démocratique du Congo. Pour ce faire, Code 243 voudrait te remercier Eric ainsi que toute l'équipe de M. Paul Witt. Soyez celui qui va transmettre à toute cette équipe nos voeux les meilleurs et surtout nos remerciements pour la qualité de ce travail qui a été fait sans que le peuple congolais nous sache de l'extérieur, qu'il y a un travail qui se faisait sur terrain. Je voudrais vous remercier, Dr Aloula, parce que vous avez été de ceux qui ont été les premiers invités de Code 243 et nous vous en tirons la chandelle parce que vous nous avez aidé à croître. Aujourd'hui, Code 243, on est arrivé à une dizaine d'émissions. Merci de nous avoir accordé votre temps précieux. À vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, nous vous demandons de transmettre un message auprès de la base, auprès de vos frères, sœurs, mamans, amis qui sont installés en République démocratique du Congo. Comme l'a dit un des intervenants ce soir, de pouvoir les aider à capitaliser le fait qu'aujourd'hui, la bascule est là. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, le peuple a compris qu'il ne va pas se faire flouer. Tout dépendra de l'action que vous allez entreprendre. Nous, à Code 243, sommes fiers d'avoir fait ce travail ce soir avec tous ceux qui sont venus et à qui je demanderai d'élever la voix ou de acclamer pour leur présence au studio. Merci chers amis, merci chers frères et sœurs, pour ceux qui nous rejoignez, vos avis, vos critiques et non vos injures sur www.code243news.com. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Oui,